Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Cowboy Stifle. J'allais acheter une voiture chez un petit concessionnaire de voitures d'occasion. Nous avons convenu d'un prix et d'un jour de rencontre. Le matin, il l'a vendu sous mes yeux juste avant que je sois là, sans appel de courtoisie, ni SMS ou quoi que ce soit d'autre. J'ai écrit un avis précis de mon expérience avec le concessionnaire en ligne. Quelques jours plus tard, il m'appelle et me menace d'un procès en prétendant que mon avis est diffamatoire. Il m'a prévenu que tous ceux qui avaient donné un avis d'une étoile avaient été poursuivis pour diffamation et avaient dû payer les frais de justice et retirer leur avis. Il m'a dit que si je modifiais mon avis, tout irait bien dans le meilleur des mondes et qu'il ne me poursuivrait pas en justice. J'ai accepté et j'ai modifié mon avis en précisant qu'il m'avait menacé au téléphone d'intenter un procès parce que j'avais écrit un avis négatif et que mon avis était 100% exact par rapport à l'expérience que j'avais vécue. La cerise sur le gâteau ? Je lui ai envoyé un texto juste après avoir modifié l'avis et je lui ai dit « Eh mec, j'ai modifié l'avis comme demandé, j'espère qu'il n'y aura pas de frais à payer. » Je suppose qu'il n'a pas lu l'avis modifié avant de me répondre « Merci mec, j'apprécie, sans rancune. » Je ferai une mise à jour s'il lit l'avis et me recontacte. Il n'y a pas de mise à jour, donc je suppose que Pi n'a jamais été recontacté. Et puis bon, c'est pas de la diffamation si c'est la vérité. L'histoire suivante est postée par Absurde Nihilistique. Contexte. Je travaillais au service clientèle pour la banque depuis environ 18 mois, la plupart du temps dans des équipes d'après-midi. Mais la banque avait récemment adopté un modèle de service à la clientèle fonctionnant 24/24, de sorte que même si la majeure partie de la banque était fermée, sièges, réclamations, crédits, etc., nous étions toujours ouverts. Le casting de cette histoire, c'est moi, le manager de nuit, le client, ainsi que le responsable des relations clients et de la fidélisation. Laissez-moi planter le décor. Il est environ 22h, en milieu de semaine. Les lumières fluorescentes clignotent au-dessus de ma tête. Le tableau d'affichage est vide et je compte littéralement les secondes restantes de mon service, prêt à rentrer chez moi. Un appel téléphonique apparaît sur mon écran. Je me dis « Eh flûte, on m'appelle toujours juste avant que je termine. » J'adopte alors ma meilleure voix de service client. « Bonjour, merci d'avoir appelé la banque. Vous êtes en train de parler à Opi. Comment puis-je vous aider ?» Je n'entends rien d'autre que du vide, alors je commence à répéter. « Bonjour, vous êtes en train de parler avec », quand j'entends le ton de voix et les mots que tout employé d'un centre d'appel a entendu un jour ou l'autre. Cela vous permet de savoir que vous êtes sur le point de passer un excellent appel. Mais pas du tout. Oui, je suis là. Bon sang, qu'est-ce qui vous prend autant de temps pour répondre? Qu'est-ce que vous faites? Comme indiqué précédemment, il n'y avait pas d'appel sur le tableau. Ce client n'a pas fait la queue. Il aurait composé le numéro, serait passé par le SVI, serveur vocal interactif, pour entrer son numéro de client et son code PIN, avant d'être mis en relation avec moi. Maximum 60 secondes. J'essaie alors de ne pas l'agacer davantage et de me débarrasser de lui aussi vite que possible pour pouvoir rentrer chez moi. Oh, désolé, notre système n'affiche pas de file d'attente, mais je suis désolé que vous ayez dû attendre. Que puis-je faire pour vous ce soir ? Le client semble se calmer et commence à expliquer que la raison de son appel était les frais d'intérêt sur sa dernière facture de carte de crédit. Il était persuadé qu'il s'agit d'une erreur, car « Je paie toujours mes factures à temps, et je n'aime pas payer ces suceurs de sang plus qu'il ne le faut. » Charmant, je sais. Je l'ai donc mis en attente pour consulter son compte. J'ai commencé à regarder l'historique des paiements, les dates d'échéance et de réception des paiements, les soldes, etc. Ensuite, j'ai rapidement consulté les notes d'interaction du client. C'est là que la banque enregistre tous les contacts avec le client, ainsi que les exonérations de frais, les taux d'intérêt spéciaux, etc. Et j'ai vu une série intéressante de notes laissées par mes collègues indiquant des choses comme « Le client a indiqué que les intérêts avaient été facturés parce que le paiement intégral n'avait pas été reçu à la date d'échéance. Le client a menacé de fermer tous ses comptes à la banque. Le directeur a approuvé l'exonération des intérêts. » Des notes de ce type se sont succédées pendant des mois, jusqu'à ce qu'une note du responsable des relations avec la clientèle et de la fidélisation stipule que si le client menace de clôturer ses comptes pour obtenir une exonération de frais, d'intérêts ou d'autres charges, veuillez traiter immédiatement la demande. Aucune exonération n'est autorisée. J'étais un peu choqué, car d'habitude la banque fait beaucoup pour garder ses clients existants. Comme ils nous l'ont dit en formation, il est moins cher de garder un client que d'en gagner un nouveau. J'appelle donc mon manager de nuit pour qu'il lise les notes et l'informe que j'ai l'impression que le client va demander une nouvelle exonération d'intérêt. Mon manager de nuit, très cool, m'a répondu « Si c'est le cas, fais ce que dit la note. » Durée totale de l'attente, environ 2 minutes. Je reprends le client que j'avais mis en attente et le remercie de l'avoir patienté. Il était temps, mon temps est précieux, vous savez. Alors, avez-vous réglé le problème?
Je commence à lui expliquer que les frais d'intérêt sont valables parce qu'il n'a pas payé son solde avant la date d'échéance. Il pète les plombs. Il commence à me traiter de tous les noms possibles et imaginables et s'arrête en milieu de sa phrase, faisant comme s'il venait d'avoir une idée. Très bien, si les intérêts sont valables, je vais clôturer mes comptes. Je veux fermer mes comptes chez vous, maintenant. À ce stade, j'ai hâte de le remettre à sa place, mais je veux aussi couvrir mes arrières, alors je lui demande. Alors, juste pour être sûr, vous me demandez de clôturer tous vos comptes chez nous, y compris votre carte de crédit, votre compte d'épargne et votre compte transactionnel. Vous êtes stupide, c'est ce que j'ai dit. Mesdames et messieurs, on le tient. D'accord, pas de problème. Je vais vous mettre en attente et faire ça pour vous. J'appuie rapidement sur le bouton d'attente au moment où je l'entends dire « Non, je !» Avec l'aide de mon manager de nuit, nous clôturons ses comptes. Son compte d'épargne était un dépôt à terme, si bien qu'en le clôturant plus tôt que prévu, il a dû payer des frais d'accès anticipés correspondant à 10% du solde. Nous avons utilisé l'argent de son compte transactionnel pour couvrir le solde de sa carte de crédit, y compris les intérêts, et nous avons envoyé une demande d'émission de chèque pour le solde restant. J'ai repris le client en attente. Encore une fois, merci de votre patience. Comme demandé, vos comptes sont désormais clôturés. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ce soir ? Si je pensais que le client avait déjà pété les plombs, je m'étais trompé. Mais maintenant, c'est chose faite. Il a été question de poursuivre la banque, de me poursuivre, de poursuivre mon manager de nuit, de poursuivre le responsable des relations avec la clientèle et de la fidélisation, que nous étions coupables de discrimination, que je n'avais pas le pouvoir de faire ce que j'ai fait. Il va appeler la police. Nous sommes des voleurs. Et d'autres façons de me dire à quel point je suis inutile et que je peux aller sauter du haut d'un pont. Vous voyez le tableau. Moi, toujours souriant parce que je sais que ni moi ni personne d'autre à ma banque n'auront plus jamais affaire à ce déchet. Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié. Cependant, lors d'un appel téléphonique enregistré, vous m'avez demandé de clôturer vos comptes. Je me suis conformé à vos souhaits. Nous n'avons plus rien à nous dire ce soir. Je vous remercie d'avoir appelé la banque et vous souhaite une bonne nuit. Et je lui ai raccroché au nez avant qu'il n'ait pu dire un mot de plus. Mon manager de nuit a rédigé un rapport d'incident et l'a envoyé au responsable des relations avec la clientèle et de la fidélisation, en y joignant une copie de l'enregistrement de l'appel. J'ai appris plus tard que le responsable des relations avec la clientèle et des fidélisations avait envoyé au client une lettre lui annonçant qu'il était banni à vie de notre banque, en raison de la manière ignoble et dégoûtante dont il m'avait parlé. Nous ne ferons plus jamais affaire avec lui, et s'il appelait ou se rendait dans une agence, c'est nous qui appellerions la police. Vous voulez savoir à combien s'élevaient les intérêts totaux qui ont déclenché toute cette affaire ? 30 $. Son dépôt à terme contenait 20 000 $. Il s'est coûté 2 000 $ en frais d'accès anticipés parce qu'il pensait pouvoir jouer au plus malin pour ne pas avoir à payer 30 $ d'intérêt. Le mec, c'est quand même le gars du genre à faire « Ouais, si je parle mal aux gens, ils feront les choses que je demande plus vite et correctement. » Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Quand tu parles mal à des gens, ils ont pas envie de t'arranger. Du coup, fallait bien que ça finisse par lui arriver. On dira que c'est une taxe sur la débilité et la méchanceté. Enfin bon. L'histoire suivante est postée par Kfutsak. Et si vous avez une autre prononciation à me proposer, je suis tout oui, parce que franchement, j'ai pas la moindre idée de comment c'était censé se prononcer. Je travaillais dans une entreprise qui, bien qu'étant une multinationale, avait un personnel très réduit en raison de sa nature, domaine médical très spécialisé. Cette situation, ajoutée aux absences constantes du personnel du bureau en raison de déplacements sur site et sur le terrain, signifiait que tout le monde, à tous les niveaux d'ancienneté, allait et venait depuis le siège social, et mettait la main à la pâte et faisait ce qu'il y avait à faire chaque fois qu'il était sur place. Toutefois, le besoin s'est finalement fait sentir d'avoir une personne dédiée au bureau, pour répondre au téléphone, saisir les données, classer les dossiers, etc., afin que les spécialistes puissent se concentrer davantage sur le travail médical, et une fille a été engagée. J'étais parti en consultation sur l'installation d'un site lorsqu'elle a commencé, et voici ce qui s'est passé lorsque je suis revenu et que je l'ai rencontrée. Je suis rentré le matin et je n'avais pas l'intention de travailler immédiatement après un si long voyage. Au lieu de cela, j'avais prévu, comme je le faisais habituellement le mercredi lorsque j'étais en ville, d'aller chercher mon neveu de 5 ans à l'école et d'aller au parc avec lui. En chemin, nous allions déposer des papiers et une valise pleine de matériel médical au bureau. J'arrive donc au bureau en jean, avec un enfant dans les bras. C'est assez banal, notre horaire de travail n'est pas standard et, pour l'adapter, il est fréquent que nous nous présentions à toute heure dans des tenues plus ou moins décontractées. « Bonjour, vous devez être la nouvelle fille, je suis. »« Que voulez-vous » Je dépose juste la mallette d'équipement et quelques documents administratifs. Grognasse ne prend pas la peine de répondre, elle se contente de hausser les épaules et pointe en direction du fond où se range la mallette.
Je pose les papiers sur le bord du bureau afin de ranger la mallette dans son armoire. Ne les mettez pas là, ils n'ont rien à faire là. Voulez-vous que je les pose? Où est-ce que je les mettrais? Mais ils n'ont rien à voir avec moi. Enlevez-les de mon bureau. Je prends une grande inspiration, me souviens qu'elle n'a aucun moyen de savoir qui je suis ou mon rôle dans l'entreprise. En fait, ces documents doivent être entrés dans l'ordinateur, alors dois-je simplement vous les donner ou avez-vous un endroit où je dois les poser? Et si vous faisiez votre travail et arrêtez de vous décharger sur moi? Et cet enfant n'a rien à faire ici. Mon neveu, qui est plusieurs fois venu dans le bureau, a l'air surpris et un peu contrarié. J'ai cru comprendre que vous preniez la relève au bureau. C'est exact. Et en tant que responsable, je dois vous dire qu'à l'avenir, vous devriez vous habiller correctement et faire le travail qu'on vous confie. J'inspire à nouveau profondément. J'essaie de faire preuve de sympathie car elle est nouvelle et n'a peut-être pas réalisé que le djinn et l'enfant n'ont rien d'anormal pour déposer rapidement des documents. J'esquisse un sourire pour une dernière tentative de rendre la rencontre plus agréable. Vous savez, je n'ai jamais fini de me présenter. Je suis. Ne touche à rien. Ce n'est pas parce que ta mère te laisse venir ici que je vais le supporter. En fait, tu peux aller te mettre dehors. Mon neveu est confus et désemparé par cette attaque, et il fond en larmes. Je me fous soudain de savoir si elle est nouvelle, et je perds toute sympathie et tout sourire. Et non, je ne crois pas. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez en parler au PDG. Je suis une amie proche, ainsi que la directrice ici, et il est heureux que je dirige ce bureau comme je l'entends. Je peux en parler au PDG, c'est ce qu'elle a dit. C'est l'heure de l'obéissance malicieuse. Je sais qu'il ne va pas tarder à arriver, je décide donc d'attendre et de le faire. Il ne tarde pas à franchir la porte. Papa! Mon neveu court vers lui et le papa le prend dans ses bras. Il s'adresse à moi. Oh, c'est génial, tu es de retour. As-tu déjà rencontré Grognas? Grognas, voici le docteur, donc qui fait partie du nom de l'entreprise, mon associé et ma sœur. J'espère que vous l'avez bien traité. Il me prend des papiers et les lui tend. Puis il regarde son fils de plus près. Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Quelqu'un n'a pas été gentil avec toi? Nous ne l'avons pas renvoyée. Elle ne s'est pas présentée le lendemain. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle par la suite. Elle ne nous a jamais contactés pour obtenir des références. On se demande bien pourquoi. Puis franchement, bon débarras. Je pense que personne ne veut d'une collègue aussi hostile. L'histoire suivante est postée par Deadly Gerbil. J'ai travaillé pour une grande entreprise de télécommunications américaine pendant plus de 10 ans. L'un des postes que j'occupais était celui de l'assistant technique d'urgence de nuit pour nos gros comptes. Je parle de comptes tels que les services d'urgence, les feux de circulation, le FBI, la NASA et la Maison Blanche. J'ai personnellement réparé 2 fois le téléphone du chef de cabinet de la Maison Blanche. Tout cela était géré par 11 personnes dans un centre d'appel qui était l'un des 2 du pays à être ouvert toute la nuit, principalement pour les clients qui se trouvaient à l'étranger. Comme nous étions une si petite équipe et que les personnes avec lesquelles nous traitions étaient les informaticiens de nuit de leurs différentes entreprises, nous tutoyions bon nombre de techniciens qui nous appelaient. Un jour, le vice-président de notre société décide de quitter son poste et de prendre la direction d'un autre centre d'appel. Son idée géniale est de faire de son centre d'appel le seul centre d'appel pour tous les comptes commerciaux et gouvernementaux du pays, y compris ceux que mon équipe traitait pendant la nuit. Naturellement, cela signifiait la dissolution de mon équipe. Nous étions tous très contrariés. Nous aimions notre travail. Seuls les meilleurs techniciens pouvaient faire partie de notre équipe, et ce, pour une bonne raison. Lorsque quelque chose dont nous nous occupions tombait en panne, il fallait s'en occuper rapidement. Et certains des systèmes dont nous nous occupions étaient tellement obscurs ou anciens que personne dans l'entreprise, à part nous et nos collègues de jour, n'en connaissait même l'existence. Cela signifiait également que nous devions être prêts à répondre à tout moment, et nous passions donc la majeure partie de la nuit à ne rien faire, à attendre un appel. Les entreprises et les entités gouvernementales payaient un supplément pour cette réponse rapide. Malgré cela, au fil des ans, mon équipe s'est vue confier de plus en plus de petites tâches à effectuer entre les appels, dont nous nous acquittions facilement parce que, nous sommes les meilleurs. C'était presque le travail de mes rêves. Aussi, lorsque nous avons appris que nos postes allaient être transférés dans un autre centre d'appel qui, jusqu'à présent, n'était même pas ouvert, et cela du jour au lendemain, nous avons été contrariés. Pourtant, malgré cela, la plupart des membres de mon équipe ont été assez coopératifs. Nous avons proposé de former les nouveaux techniciens de l'autre centre d'appel. Certains d'entre nous ont même proposé de s'y rendre pour 1 semaine ou 2, mais nous avons tous essuyé un refus. Notre dernière semaine de travail arrive, et nous sommes là principalement en tant que remplaçants de la nouvelle équipe de l'autre centre d'appel. Nous ne recevons pas d'appel, mais nous sommes prêts sur le chat si les nouveaux ont des questions. Les questions commencent à arriver, et elles ne sont pas ce à quoi nous nous attendions. Au lieu de poser des questions sur des systèmes obscurs et dépassés que personne d'autre que nous ne connaissait, la nouvelle équipe nous demande des choses comme comment remplir une feuille de présence pour une équipe qui commence avant minuit et se termine après. Et c'est leur superviseur qui me posait la question.
Nous avons fini par répondre à des questions très basiques. N'importe qui dans notre centre d'appel était capable d'y répondre. Et à plus forte raison, n'importe qui dans notre équipe. Alors nous étions tous un peu inquiets. Le superviseur m'a interrogé sur les feuilles de présence et me demande alors combien d'appels nous recevions habituellement par nuit. Et je lui réponds « Oh, entre 2 et 5 par personne en général ». Il me demande ensuite combien de personnes font partie de mon équipe. Entre 8 et 10 chaque nuit. Oh, nous en avons 33, je me demandais pourquoi nous recevions si peu d'appels. Il n'avait pas non plus à effectuer les petites tâches que mon équipe effectue entre les appels. Il ne pouvait pas, il n'était même pas formé pour les appels qu'il recevait. La semaine suivante, mon équipe a été transférée dans la file d'attente normale des appels de nuit pour traiter les appels ennuyeux de personnes qui n'avaient pas lu ou écouté les instructions que nous leur avions données sur la manière de faire fonctionner leur téléphone à l'étranger. Une semaine plus tard, d'autres représentants de nuit commencent à nous poser, à moi et aux autres anciens représentants d'élite, des questions sur des systèmes que nous sommes les seuls à connaître. C'est suspect. Quelques jours plus tard, on me transfère un appel, et c'est l'un des informaticiens de nuit des grands comptes. Je lui demande comment il a réussi à me joindre, et il me répond que le premier interlocuteur qu'il a eu l'a transféré vers moi. Il s'est avéré, bien sûr, que les représentants non formés du nouveau centre d'appel ne l'étaient toujours pas, et qu'ils se contentaient de déverser les appels dans la file d'attente générale de mon centre d'appel, en espérant que, parmi la soixantaine de techniciens qui y travaillent, celui qui décrocherait ferait partie de l'ancienne équipe des grands comptes. Étant donné que 3 de nos 11 collaborateurs avaient démissionné lors de la dissolution de l'équipe, les chances de décrocher étaient très faibles, ce qui signifie qu'il fallait procéder à de multiples transferts, ce qui signifiait que les clients ne recevaient pas l'aide dont ils avaient besoin dans les délais que ma société était contractuellement tenue de leur fournir. Je suis allé voir le directeur de mon centre d'appel pour lui faire part de cette situation, espérant que, puisque la nouvelle équipe échouait tellement, l'entreprise se rendrait à l'évidence et réintégrerait mon équipe. Mais non! Mon directeur m'a informé que l'équipe ne serait en aucun cas réintégrée dans notre centre d'appel. Je voyais bien qu'il n'était pas du tout content. C'est alors qu'est intervenue l'obéissance malicieuse. Mon directeur m'a dit, ainsi qu'à tous les autres techniciens de nuit de mon centre, que si l'on nous transférait un appel pour un grand compte, nous ne devions pas y toucher, car nous n'étions pas autorisés à traiter ces comptes. La nuit suivante, les comptes ne s'ouvraient même pas pour nous, car notre habilitation de sécurité avait soudainement été révoquée. Nous devions transférer tous les appels de ce type vers la file d'attente appropriée. Nous avons également reçu pour instruction de transmettre à nos superviseurs toute correspondance qui nous était adressée par la nouvelle équipe chargée des grands comptes, que ce soit par chat ou par mail. En quelques jours, les transferts vers notre centre ont cessé. J'aimerais pouvoir dire que l'entreprise a compris son erreur, que mon équipe a été réintégrée et que tout est redevenu comme avant, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, l'entreprise a subi une véritable hémorragie de grands comptes. Nous avons perdu des comptes dont les factures mensuelles s'élevaient à des millions de dollars parce que nous n'avons pas respecté les termes de nos contrats. À peine un mois après sa création, l'équipe de nuit de l'autre centre d'appel a été dissoute et les emplois ont été externalisés. Les sous-traitants ont alors commencé à transférer les appels vers mon centre. Je me suis à nouveau adressé à notre directeur, espérant, sans grand espoir, que mon équipe serait réintégrée. Nope. Mais les transferts ont cessé. Encore une fois. Et l'entreprise a perdu encore plus de comptes de plusieurs millions de dollars. L'année dernière, la société a annoncé le licenciement de dizaines de milliers d'employés. Je me demande pourquoi. J'ai vu les signes et j'ai quitté l'entreprise avec la meilleure indemnité de départ possible. Le directeur de mon centre d'appel a fait de même. Il n'était pas dupe non plus. Tout cela parce qu'un cadre idiot a eu une idée brillante et n'avait pas la moindre idée de comment la mettre en place. Imaginez être à la tête d'une entreprise qui a des contrats qui valent des millions, que ces contrats tiennent sur une équipe de 11 personnes, que vous décidiez de les remplacer par des gens qui ne sont pas formés pour ces contrats. Et vous vous dites que tout va bien. Ça commence à partir en vrille. On va juste changer les anciens qu'on n'a pas formés pour les mettre avec des gens qui sont même pas ici, qui sont pas formés non plus. Ça va résoudre le problème. Non, revenir à la solution d'avant qui marchait bien, non, pas bonne idée. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.